Bonjour, je m'appelle François Piquet et je vis en Guadeloupe depuis février 2000. Donc ça fait 22 ans maintenant que je vis en Guadeloupe. J'ai grandi en région parisienne. J'ai grandi à Fresnes. En fait, depuis tout petit, je vis avec. En fait, j'ai grandi avec ma mère. Mes parents ont divorcé très tôt. J'ai un frère cadet qui s'appelle Jean-Louis, qui a 3 ans de moins que moi, et donc on a grandi tous les deux chez notre mère à Fresnes. Et donc on voyait notre père une fois toutes les 2 semaines et un mois pendant les vacances scolaires. Puis après, Fresnes, c'était un peu avant que la banlieue devienne la banlieue. Euh, et donc voilà, enfance, on va dire comme ça. C'était un peu compliqué financièrement, pour pas dire plus, et donc j'ai des souvenirs d'aller tous les dimanches chez ma grand-mère à Étampes, les parents de ma mère, et puis de revenir avec des haricots verts et du gigot qu'on mangeait jusqu'au mercredi, ce genre de choses, quoi. Et puis pas grand-chose à signaler, j'étais plutôt bon élève, et puis de toute façon, il n'y a pas de patrimoine familial, donc tu as plutôt intérêt à travailler à l'école. Et donc, enfance, notre mère travaillait beaucoup, elle rentrait parfois tard le soir, j'étais un grand frère, je m'occupais de mon grand frère. C'était assez étonnant après quand j'allais dans des familles où il y avait un couple de parents et puis les enfants, c'était une structure familiale que je connaissais pas. En fait, nous, on fonctionnait un peu en triangle, c'était assez étonnant. Donc, ouais, j'étais surpris de découvrir comment ça fonctionnait dans les familles où il y avait deux parents et les enfants, c'était pas comme ça chez nous. Donc petit, je me suis occupé pas mal de mon petit frère, paraît-il, j'ai pas vraiment de souvenirs. Et puis après, après l'adolescence, ça a été un peu plus compliqué. J'ai vite voulu partir pour arrêter de m'engueuler avec ma mère et tout ça. Et donc dès que j'ai eu le bac, je suis parti. J'ai déposé des dossiers à des écoles qui étaient loin de chez moi, et puis je suis parti pour devenir étudiant. J'ai fait une école d'ingénieur avec difficulté, puisque en fait, quand j'ai découvert la vie étudiantine, les études m'ont beaucoup moins intéressé que la vie étudiante, que les études. Et donc j'ai commencé à faire de la musique, à faire du pochoir, à faire, ouais, à mettre. Déjà, on mettait un petit peu de l'art dans la rue, on peignait des trucs sur les murs, etc. Et puis, et puis voilà quoi. Et l'enfance, si, il y a un truc quand même. Mon père faisait de la peinture. Mon père était en fait, quand il était plus jeune, il était ouvrier agricole. Ma mère lui a fait passer des concours, enfin c'est l'histoire que j'ai entendue, des concours d'administration pour sortir de la condition d'ouvrier agricole. Et en fait, il avait rencontré un monsieur, je sais plus qui lui avait, qui l'avait initié à la peinture, et il était doué pour ça. Et donc mon père faisait de la peinture, et donc depuis tout petit, avec mon frère, tous les dimanches matins, quand on allait chez lui, il allait à l'atelier de peinture de Monsieur Lejeune à Étampes. Il faisait du portrait impressionniste. Et donc, 3 fois, on s'est fait avoir avec mon frère. On a posé pour l'atelier de peinture. Il n'y a rien de plus terrible quand t'es gamin que de rester assis dans un siège avec le même pull vert pendant 3 heures sans bouger. C'est affreux. Et donc, ce rapport à l'art, le rapport à l'art a été... quand j'étais petit, l'art, c'était un peu ce qui me volait mon père. Mais en même temps, quand on partait en vacances, en fait, il partait avec son chevalet. Il avait un petit chevalet pour mettre dans la voiture, et de la gouache. Et donc c'était le schéma des vacances avec mon père. C'était on partait à un endroit, en général une location, un endroit qui était joli, en bord de mer ou en montagne, beaucoup en Bretagne, d'où il est originaire. Et puis, après quelques jours resté avec nous, il tenait plus en place, et donc il prenait la voiture et nous avec, et puis on partait trouver un paysage, un endroit beau. Et puis là, il sortait son chevalet, et donc ça pouvait être au bord d'un champ, d'une mare, de trucs, au milieu de nulle part. Et puis il disait bon, allez jouer.
Et puis on était avec mon frère, on était voilà. Donc voilà, c'est ça. Mais par contre, la magie du tableau, j'ai découvert ça quand même gamin. Le côté quand tu t'approches, tu vois que des taches, des trucs, tu vois, et quand tu te recules, ces taches de peinture se transforment en vaches, tout se transforme en paysage, ça prend vie. Donc il y a cette magie du près et du loin, du rapport. Moi j'aime bien ces rapports-là, d'avoir quelque chose qui raconte quelque chose de près et qui prend vie quand ça part quand tu te mets un peu à distance. Voilà, et toutes les 2 semaines, sinon on allait au Louvre. Il nous emmenait, enfin, dès tout petit avec mon frère, on a vu pas mal de tableaux, pas mal de trucs, les grands tableaux des galeries du Louvre, le radeau de la Méduse, tout ça. Tout ce genre de trucs qui sont vraiment impressionnants quand même quand t'es gamin. Mais on a aussi vu les vernissages, les gens qui te poussent, qui te mettent des coups de sac pour pas que tu t'approches du buffet, garder leur place près du buffet. Et donc on a à la fois une attraction-répulsion pour l'art, je pense, avec mon frère aussi. Voilà. Ah si, un truc qui m'a marqué à 8 ans, genre tout petit, hein, genre CE2, premier cours de... Donc moi je dessinais pas mal. Je dessinais plutôt bien. J'ai des copains à l'école qui aimaient bien mes dessins, qui me demandaient des dessins, tout ça. Et puis je me rappelle d'un exercice avec la maîtresse qui nous fait faire un truc de perspective. Et donc elle nous demande, voilà, vous mettez au milieu, imaginez vous êtes au milieu de la route et dessinez ce que vous voyez. Alors moi j'avais fait un dessin naïf, tu vois, sans perspective, avec j'avais fait un beau dessin avec les copains, des lampadaires, des trucs, enfin je sais plus ce que j'avais dessiné. Et puis là, traumatisme, on arrive en cours, à l'école en fait. Ah non, bah ton dessin, non, c'est pas ça, c'est pas bon, la perspective, le point de fuite, les points de fuite, les constructions du dessin, et j'ai vraiment, ce jour-là, j'ai arrêté de dessiner. Et jusqu'à hyper tard. Et je me suis remis au dessin quand je suis devenu étudiant pour dessiner dans le journal de l'université, c'était à Compiègne, l'école d'ingénieur, le Bavoir, ça s'appelait. Et donc j'ai dessiné, il y avait des mecs qui dessinaient super bien, et donc j'ai recommencé à dessiner pour écrire des histoires, et puis j'ai commencé à faire des affiches. Puis voilà, ça s'arrêtait là, quelques pochoirs, quelques découpes de pochoirs, marqués par aussi des dessins du frère d'un pote, Frédéric Poli, son frère, qui avait une espèce de liberté totale dans le dessin, c'était vraiment marquant. Puis voilà. Donc moi, j'ai pas du tout fait d'école d'art, j'ai pas du tout eu envie de devenir artiste, même si à 15 ans, j'ai voulu partir avec un cirque parce qu'il y avait ce côté voyage, partir, à 15 ans, t'as envie de partir de chez toi. C'était le côté, voilà, même si le rapport à l'art, j'ai chanté, après à la fac, j'ai commencé à chanter dans des groupes, à faire de la musique, enfin la création m'a toujours intéressé. Mais ouais, les rapports marquants, c'est quand même les grands tableaux, le Louvre et tout ça, c'était quand même, c'est des trucs que j'ai connus petits. Si tu veux aller dans un musée petit, ça, c'était pas du tout une porte fermée, quelque chose d'extérieur. Enfin, c'était quand même magique, magnifique, énorme, mais c'était pas du tout un truc qui me tentait ou m'intéressait. Et avec l'école d'ingénieur, je me suis vite rendu compte que les maths, la résistance des matériaux, les équations, l'informatique même, parce qu'à l'époque, il fallait tracer une page de code pour tracer un cercle, il fallait créer un tableau. Donc je me suis vite, j'ai bifurqué vers le design industriel, on faisait des dessins, on faisait des maquettes, on faisait des trucs, et puis c'était beaucoup plus à ma portée. Et puis en fait, après j'ai commencé le multimédia, donc la musique. Le multimédia, ça me permettait parce que j'ai un peu une passion pour le dessin, pour la bande dessinée depuis tout petit. Et donc j'avais commencé à dessiner, à reprendre le dessin à la fac. Et donc le multimédia me permettait d'allier le son, la musique, le dessin et puis de l'interactivité. Ça m'a toujours un peu plu. Comment tu peux jouer avec les réceptions, etc. Et voilà, donc j'ai fait une école d'ingénieur et après, comme j'étais pas du tout, j'étais objecteur de conscience parce que j'avais commencé la musique et je voulais pas partir en copé, je voulais rester. Donc le seul moyen, comme j'avais fait mes classes et c'était à l'époque du service militaire. Donc comme j'avais fait mes classes et puis je voulais partir en copé, j'avais bien rempli le dossier, tout ça, donc j'avais eu 20 sur 20, donc c'était hors de question de se faire réformer.
Et pour continuer à faire de la musique avec mes potes, ça nous plaisait beaucoup. J'ai fait objecteur de conscience. Et donc, je suis pas parti en copé. Et puis après, du coup, tout le cycle ingénieur, c'est un peu brisé. J'aime pas les voitures, c'est pas mon délire. Et donc, on disait industriel, c'est plutôt la filière Rennes, l'automobile, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait du multimédia parce que c'est devenu intéressant de faire du multimédia. Les ordinateurs avaient quand même pas mal changé. C'était la grande époque des CD-ROM. Et puis, de fil en aiguille, et ben, en fait, je suis arrivé en Guadeloupe pour rejoindre ma chérie. C'était pas du tout prévu. Elle est venue là faire une saison. Et puis, moi, j'avais le groupe à Paris. Je bossais dans le multimédia. Ça me plaisait pas mal. Et donc, elle m'a payé mon billet. Moi, je suis venu avec la ferme intention de la ramener à Paris. Et puis, très vite, la Guadeloupe, c'était quand même saisissant. Et, et puis, c'était un peu une fin de cycle au niveau du groupe. On répétait à Amiens, c'était loin, c'était galère. On avait ça faisait 10 ans qu'on faisait de la musique. Et puis, il y avait un peu une fin de cycle. Et donc, avec ma chérie, quand je l'ai rejoint en Guadeloupe, j'avais un peu d'acédique devant moi. À cette époque-là, j'étais intermittent non, j'étais en phase d'avoir mes heures d'intermittent. Et je bossais en déco, un intermittent déco. On faisait de l'événementiel, installer des décors, des trucs comme ça. Et donc, je suis arrivé en Guadeloupe. Et puis, on a finalement décidé de rester un petit peu. Et 3 mois après, elle est tombée enceinte. Et donc, 1 an après mon arrivée, quasi jour pour jour, notre première fille est née. Et du coup, on a décidé de rester en Guadeloupe. Et puis, c'est en Guadeloupe, quelques années après, que j'ai fait ma première sculpture. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans un milieu que je connaissais pas du tout, qui était le milieu de la création artistique et de l'art, et pour le coup de l'art contemporain directement. Comment j'ai commencé à faire de l'art? C'est arrivé c'est arrivé par hasard. C'est arrivé une occasion, tu saisis une occasion. Et donc, à cette époque, en Guadeloupe, en 2007, je travaillais avec des architectes. Je faisais de l'infographie pour des architectes qui ont monté un projet avec la Maison de l'Architecture de Guadeloupe, qui avait travaillé un projet qui s'appelle Regard sur la ville. Donc, il y avait un projet sur 3 ans qui posait des questions d'urbanisme et d'architecture en Guadeloupe. À cette époque, je faisais de l'image pour eux, et puis j'avais monté depuis 1 an un collectif de collage. C'est-à-dire que, en fait, j'allais chercher des affiches à l'imprimerie qui fait les grandes 4x3 de publicité. Et en fait, donc ils jettent énormément de papier. Et donc, je récupérais ces papiers qui étaient à moitié imprimés, des morceaux d'affiches, des bouts d'affiches, avec parfois que 2 couleurs, que 3. Et on découpait ces trucs-là et on en faisait des collages, des créations comme ça en une soirée. On faisait des soirées collectives, ça s'appelait. Et après, on allait coller ces affiches qu'on faisait dans la rue, sur les endroits d'affichage sauvages. Et donc, les archis qui connaissaient le collectif m'ont demandé de rencontrer Jean-François Manicom, qui était le chef de projet de Regard sur la ville, qui faisait intervenir des artistes et des philosophes, etc. Enfin, vraiment un panel très différent, très comment dire, enfin, des personnes de tous horizons de création pour intervenir sur un projet. Donc, en fait, moi, ils m'ont proposé d'intervenir avec le collectif à l'usine d'Arboussier à Pointe-à-Pitre. C'est là que j'ai rencontré Jean-François Manicom, c'est là que j'ai visité pour la première fois l'usine, et en visitant l'usine avec lui, j'ai eu plein de retours d'idées, anciennement déco, intermittent en déco, disant on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et finalement, il m'a embauché pour faire la régie de l'événement avec lui. Pendant 2 mois, j'ai bossé dans l'usine d'Arboussier pour aménager l'usine, pour recevoir, enfin l'usine, la friche industrielle de d'Arboussier, pour recevoir le public. Et en même temps, il m'a laissé carte blanche pour faire 2 créations dont j'ai eu l'idée en visitant l'usine avec lui. Il y avait un endroit qui ressemblait à une grande volière avec des chais de vieillissage des grands tonneaux de 4 mètres de haut, là, qui avaient tout brûlé. Donc, il y avait comme une forêt calcinée dans une volière avec un tout grillagé. Et donc, moi, j'ai eu l'idée, en fait, d'installer des grands origamis d'oiseaux blancs un peu fantomatiques dans cette volière. Puis, il y avait un endroit qui ressemblait à une espèce
Il y avait un figuier maudit qui avait poussé dans un endroit où il y avait plus de toit, mais les murs étaient pas en bleu, ça, il y avait des plantes un peu partout, ça faisait comme une espèce de jardin d'Éden abandonné post-industriel. Et donc c'est là où je me suis dit que là, ça m'aurait bien plu. J'avais lu le texte de Max Jeanne sur Darboussier de son enfance. Et donc je me suis dit, bah là, ça serait bien de mettre une carcasse de taureau, une espèce de carcasse de taureau. Et c'est comme ça que, en fait, en discutant avec Georges Rovelas, qui fait les bijoux, tu sais, qui intervenait dans l'usine, parce qu'il y avait un foisonnement de rencontres de gens qui étaient là dans la friche de Darboussier. Et donc, il m'a montré un tas de lames de fer qui servaient à faire les cerclages des tonodromes, en me disant, mais tu vois, ces lames-là, on pourrait les tresser pour faire des circulations dans l'usine, pour aider aux circulations du public, définir des espaces. Et moi, mon premier voisin en Guadeloupe, Moïse Tite, m'avait montré, qui était un mancheur de sabre, m'avait montré comment il faisait les paniers en bambou. Et donc, tresser des fers, bah, je me suis dit, ouais, c'est possible, du coup. Mais je peux aussi tresser les lames de fer en volume en me servant de la technique du panier que m'avait montré Moïse. Et c'est comme ça que, en fait, je savais que je voulais faire un espèce de taureau, de carcasse de taureau, mais je savais pas trop comment. Et faire des trucs en papier mâché, en grillage, ça avait pas trop de sens. Et donc, quand Georges Rovelas m'a parlé de cette histoire de tressage, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de tresser cette espèce de carcasse de taureau avec les lames de fer de l'usine d'Arboussier. Et donc, j'ai fait un premier panier que je pensais ressembler à une patte, tu vois, genre une patte de vache. Et je l'ai montré aux autres, sans rien dire. Alors, ça vous fait penser à quoi? Un gros truc. Ils m'ont dit, ah, ben, on dirait un peu une patte, genre une patte de vache ou un truc. Ouais. Bingo. Donc, je me suis dit, bah, c'est bon, tu fais 4 pattes, tu les relis, tu mets des cornes, t'auras un taureau. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première sculpture à Darboussier en tressant les lames de fer de Darboussier. Et le jour du vernissage, c'est vraiment un truc, un souvenir très fort pour moi, sur lequel je m'appuie régulièrement quand je manque d'énergie. En fait, c'est la première fois, il s'est passé deux choses. C'est la première fois où je me suis senti appartenir au pays Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on montre le taureau, il y a des gens qui venaient me voir, mais la vieille dame avec son sac, ah c'est bien monsieur, maintenant faut faire la charrette, des mecs en t-shirt des Lakers en train de me dire qui viennent me checker, voilà, un monsieur en costard qui me dit bah, bienvenue en Guadeloupe, enfin vraiment des. Ça faisait 7 ans que je vivais en Guadeloupe et c'est la première fois où je sentais pas cette espèce de filtre de Blanc France, de métro. Tu vois, c'était vraiment très étonnant. Et c'est aussi, et donc la première fois où j'ai vraiment ressenti personnellement le pouvoir de l'art de créer des ponts entre les gens, d'arriver à créer de la discussion, comme quand tu vas dans une expo, tu te retrouves avec quelqu'un à côté que tu connais pas, mais il y a un tableau, un truc qui te marque et donc tu échanges des idées, t'échanges des moments avec cette personne-là, par le biais du tableau qui crée quelque chose, qui crée une passerelle. Et donc, bah voilà, c'est là où je me suis dit, bah d'une part, ça m'avait plu. D'autre part, le lendemain, on m'a proposé de m'acheter le taureau et j'avais déjà 2 gamines. Et donc, je me suis dit, ah, mais en fait, ça me plaît, cette activité, ça me plaît, ça m'a plu de tresser, ça m'a plu de faire ça, de faire de l'art, de faire de la création, ça m'a plu. Ça me sort de devant mon ordinateur. Il est possible que même, je trouve, en gros, je puisse monnayer ce truc-là et donc de pas mettre en danger ma famille avec cette activité. Et donc, j'ai continué. Et puis après, j'ai fait mes deuxième et troisième sculptures que j'ai montrées au festival de jazz fin 2007 à Pointe-à-Pitre. Et là, ça a plus pareil. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la sculpture. Et puis, donc, dans un milieu totalement inconnu, je connaissais rien du tout à tout ça. Euh, le premier volet le deuxième volet de Regard sur la ville à Darboussier, il y avait Thierry Lima, il y avait Jean-Marc Hunt, il y avait Émile Revenet en tant qu'architecte, il y avait qui d'autre? Il y avait Anno, Eddie Firmin, qui faisait un truc, et donc il y avait Léna Blou, la chorégraphe, il y avait aussi un philosophe dont j'ai oublié le nom, il y avait de la création audio et tout ça, donc c'était vraiment riche. Et donc, en fait, il y a Jean-Marc Hunt qui m'a proposé qui a vu comment je travaillais, tout ça,
qui avait fait une belle sculpture, contorsion, vomissement, un truc comme ça, qui était placé dans l'allée centrale de Darboussier. Donc des premières tentatives de collaboration ont commencé comme ça, mais ça s'est pas concrétisé. J'ai aussi compris que c'était un milieu très compliqué, très vite, et que c'était vraiment pas simple, et que c'était pas du tout. Après, une fois que la sculpture ça m'a plu, que j'ai commencé, et puis qu'il y a eu un espèce de déclic, quoi, que c'était pas un truc tout seul, qu'il y avait un espèce de retour. Bah, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur la création artistique. J'ai acheté des bouquins d'art, j'ai acheté des magazines d'art, Beaux-Arts Magazine et d'autres trucs comme ça, et puis des trucs de critique, la revue du Céréap. J'ai mangé tout ce que j'ai pu pour essayer de comprendre, rattraper mon retard, parce que j'avais quand même 40 ans quand j'ai fait ma première sculpture. Et donc après, donc j'ai bouffé de la création, j'ai essayé d'apprendre énormément, d'apprendre l'histoire de l'art un peu tout seul, tu vois, en voyant ce qui se faisait. En fait, ça m'a beaucoup intéressé. Et il y a qu'après un certain temps que je me suis rendu compte, dans Beaux-Arts Magazine par exemple, que la plupart des artistes qui avaient des parutions, des reportages à l'intérieur, en fait, ils étaient représentés par des galeries qui achetaient la 3e de couverture ou la 4e de couverture. C'est au bout d'un moment que tu te rends compte de ce marché, de cette industrie, et qu'en fait, derrière tout cet élan créatif et cet élan, voilà, bah, il y a un marché, il y a une industrie. En Guadeloupe, il y a un petit marché, que c'est pas évident, que les places sont chères et que c'est pas simple d'arriver là-dedans. Mais 2009, en fait, une autre étape, ça a été 2009. Donc ça faisait 2 ans à peine que j'avais commencé à faire de la sculpture. Je faisais ça dans mon garage, hein, du Bédou. 2009, j'avais pas encore construit mon atelier, donc je faisais ça dans le garage. C'était plein de trucs, j'essayais plein de trucs, tout ce qui me tombait sous la main. J'ai fait des puzzles en bois flotté pour faire des sculptures. J'ai commencé à plier des plaques d'offset. J'ai fait une grande sculpture, etc. Puis en 2009, il y a eu 2009, le LKP, et plein de discussions avec des artistes, tous les petits artistes, les gens qui essayaient. Je dis petits artistes, c'est pas du tout un terme péjoratif. C'est petits artistes en termes de reconnaissance. T'avais déjà des grandes figures de l'art ici. En Guadeloupe, qui avait déjà pignon sur rue, pignon sur rond-point, qui avait déjà des créations très, très en vue, etc. Et donc, mais en 2009, en fait, il y a plein d'artistes avec un foisonnement d'artistes débutants, d'artistes pas connus, d'artistes qui voulaient faire des choses, qui aussi ressentaient un besoin de se fédérer et de se mettre en collectif, aussi pour pouvoir peut-être aussi exister face au clientélisme et au clanisme qu'il y a, et donc qui fait que t'as pas forcément accès à des offres d'art et à des offres, on va dire, de politique culturelle. Et donc, en fait, on a monté une association et surtout, on a ouvert le musée L'Herminier à Pointe-à-Pitre. On a ouvert le squat du musée L'Herminier, donc c'était un ancien musée juste en face du lycée Carnot, à Pointe-à-Pitre, qui était fermé depuis 20 ans. C'est c'est Alain Caprice qui nous avait dit, mais il y a ce bâtiment-là qui est fermé, qui était un ancien musée. Donc il y avait un groupe d'artistes plus ou moins existants, plus ou moins élaborés, qui sont mis en association. Et donc on a on a cassé la chaîne, coupé la chaîne du portail du musée, rentré dans le musée, changé les serrures, a ouvert le truc, viré les squatteurs, viré les trafiquants de crack et les prostituées qui venaient faire des passes dans cette vieille bâtisse, voilà. Et on a, malgré tout ça, ouvert le musée L'Herminier, commencé à faire des expositions. L'association s'appelait Artistes Kachina. Et il y avait Jérôme Jean-Charles, il y avait Niki Élysée, il y avait Sans Miel qui nous a remis l'électricité, big up. Il y avait tout ça, en fait, il y avait plein d'artistes qui sont passés par là, certains qui sont restés, d'autres qui sont pas restés. On a donc
fait une première expo qui s'appelait Artiste Kachima. Il y avait Jean-Claude Perriama, il y avait Alain Caprice nous avait filé un coup de main, mais le collectif, il y avait Stanko Le West qui était là aussi, mais qui n'est pas vraiment resté. Il y a eu plein de gens qui sont passés. On a ouvert ça et c'était vraiment une respiration au cœur de la Pointe, d'avoir. C'était un espèce d'oasis. Là, pareil, c'était tout mélangé. Tu avais de tout. Tu avais des musiciens, des plasticiens, des photographes, il y avait Schulem, évidemment. Il y avait Charles Schulem qui était là, qui a fait un gros travail là-bas. Et c'était un moment d'ouverture et aussi d'expérimentation, un peu comme le CAC là récemment. Et donc là-bas, moi, comme je pouvais pas ni faire du corail, parce que j'avais commencé à apprendre à tailler du corail, ni tresser du fer, j'ai commencé à faire du papier et à faire les moules papier là-bas. Donc il y a toute une série de travail qui est venue avec un nouvel espace qu'il faut partager. Et donc le même papier qui servait à faire les affiches m'a servi à faire de la sculpture. Après 2009, il y a eu des expos, on a aussi accueilli d'autres artistes. La première expo, enfin une expo de Jean-Marc aussi, Jean-Marc Hunt encore. Puis voilà. Après, l'association a un peu périclité parce que travailler ensemble, déjà travailler c'est dur, ensemble c'est dur. Alors les deux mots à coller, c'est encore plus compliqué. Et puis après, écoute, moi j'ai continué à faire de la sculpture, à essayer d'expérimenter des nouvelles formes, des nouvelles manières de faire. J'ai construit mon atelier pour avoir de la place à du bédou. Après, qu'est-ce qui s'est passé? 2011, je suis allé en résidence en République dominicaine. J'ai fait une sculpture en tissu parce que, en fait, il n'y avait pas de moyens de transport, de douane, de trucs. C'était un peu chaud la République dominicaine au niveau Maxi. Je connaissais pas tout ça, donc en fait, j'ai trouvé une résidence qui pouvait m'accueillir sur place et donc j'ai en fait proposé de faire une sculpture en tissu que je pourrais remplir sur place avec du tissu. Donc j'ai appris à coudre dans mon atelier pour faire un premier personnage que j'ai plié dans ma valise et puis arrivé une fois là-bas, en fait, j'avais trouvé une résidence où je payais qui voulait monter un atelier de couture dans une zone franche avec des dames qui avaient pas de travail là-bas, des femmes, voilà, et leurs enfants, en fait, je payais en atelier de sculpture, et donc on a fait des ateliers de couture avec des gamins, et c'était vraiment une chouette histoire, parce que du coup, la résidence a monté des ateliers de couture, on a trouvé des partenariats avec les différents fabricants de maillots de bain et fabricants de vêtements qui voulaient embaucher après, à terme, des ouvrières qualifiées, donc qui avaient appris à coudre. Et en même temps, on a fait une belle pièce qu'on a exposée au Musée des Beaux-Arts de Santo Domingo, où les gamins sont venus, et donc il y avait leur pièce à eux avec la mienne et tout ça, c'était vraiment une belle histoire. Ça, c'était 2011. Après, j'ai commencé à faire des collages dans les rues, parce que j'avais été vraiment frappé par Eddie Firmin qui avait peint une vieille case à Morne-à-l'Eau. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée fantastique. Et donc c'est pas que je n'ai pas commencé à peindre des vieilles cases, mais c'était, bon, le street art c'est pas nouveau, mais la manière dont il faisait, puis le support des vieilles cases, c'était vraiment intéressant. Et donc j'ai commencé une série qui s'appelait Les Archipels du Mois, qui parlait d'archipélisation identitaire. Et donc l'idée c'est en fait à chaque fois, moi la sculpture c'était pour pouvoir mettre de l'art dans la rue, pour pouvoir mettre des grosses sculptures donc que tu peux pas voler et partir avec. Et donc à chaque fois, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient. Le rapport au musée, aux galeries, tu te rends compte qu'il y a très peu de gens qui vont dans les galeries. Donc l'idée aussi, c'était de pouvoir très vite. Je me suis rendu compte, en fait, au début, je savais pas, mais très vite, je me suis rendu compte que en fait, j'étais peut-être une application des théories de la créolisation de glissant, c'est-à-dire que même si ces théories, elles ont une application ici en Guadeloupe et en Caraïbes depuis plusieurs siècles. En fait, ces théories dans le monde, elles peuvent aussi fonctionner peut-être à l'échelle d'un individu. Et donc, je me suis rendu compte que ce que je faisais, en fait, c'était, ça arrivait par hasard, ça arrivait du fruit de rencontres, ça arrivait de croisements de cultures, de trucs qui se passent, d'une ouverture au doute, d'une ouverture à la question, est-ce que c'est possible de faire ça, comment on peut, est-ce que c'est possible d'utiliser cette technique mais différemment, et donc
je me suis rendu compte que tout ça, c'était le fruit, en fait, quelque part, je menais une expérience de créolisation.